Ibrahim Traoré ne joue plus le rôle du leader militaire. Il cible maintenant l'ordre économique. Ce n'est pas une nuance, c'est une transformation qualitative du conflit entre l'Afrique et l'Occident. Traoré accélère la renégociation des contrats miniers au Burkina Faso, augmente la part de l'État dans les mines d'or et les ressources stratégiques et utilise un langage explicitement anti-français, centré sur le colonialisme économique et la souveraineté pan-africaine. Les déclarations officielles parlent de réformes économiques, mais en coulisses, des négociations dures avec les entreprises occidentales sont en cours. Et si ce modèle est imité au Mali, au Niger, en Guinée, l'ordre économique Afrique-Occident vacille en chaîne. Cette analyse va vous démontrer pourquoi cette manœuvre est bien plus grande qu'elle n'en a l'air. Premièrement, Traoré fait quelque chose pour la première fois. Il ne se contente pas du rôle de leader de coups militaires. Il devient un révolutionnaire ciblant l'ordre économique hérité de la colonisation. Deuxièmement, l'or n'est pas juste une ressource parmi d'autres, c'est le système dollar, c'est l'équilibre des réserves des banques centrales occidentales, ce sont des intérêts corporatifs qui génèrent des milliards de profits. Troisièmement, l'alliance des États du Sahel crée une coordination qui protège ces manœuvres. Si Mali, Niger, Burkina bougent ensemble, l'Occident ne peut pas riposter efficacement. Et quatrièmement, les médias occidentaux utilisent l'étiquette junte militaire pour rendre les manœuvres économiques de Traoré invisibles, évitant ainsi de créer la sympathie qu'un nouveau Lumumba générerait. Commençons par ce que Traoré fait concrètement. Le Burkina Faso accélère la révision des contrats miniers signés il y a des décennies. Contrats qui donnent à l'État burkinabé une part minimale des revenus, souvent 10% ou moins, pendant que les entreprises étrangères emportent 90% des bénéfices de l'exploitation de l'or. Traoré dit maintenant non. Nous voulons augmenter la part de l'État. Nous voulons renégocier. Et si les entreprises refusent, nous avons d'autres options. Nationalisation, expulsion, remplacement par des partenaires qui acceptent les nouvelles conditions. Russie, Chine, Turquie sont prêts à accepter des conditions que les entreprises occidentales refusent. Donc Traoré a un levier, il n'est pas isolé, il a des alternatives et les entreprises occidentales le savent. Et le langage utilisé est révolutionnaire, pas technocratique. Colonialisme économique, ces mots sont choisis délibérément parce qu'ils résonnent avec les populations africaines qui ont grandi en voyant les ressources de leur pays exportées pendant qu'elles-mêmes restent pauvres. Ce langage est pan-africain, pas seulement burkinabé ou sahélien, c'est un appel qui traverse les frontières. Et Traoré construit ainsi une légitimité qui dépasse le Burkina Faso, se positionnant comme le leader qui ose dire ce que beaucoup pensent mais n'osent pas exprimer. Nos ressources nous appartiennent, nous ne serons plus exploités, la souveraineté commence par le contrôle économique. Et maintenant, la dimension historique, ce schéma n'est pas nouveau. Patrice Lumumba l'a fait au Congo en 1960, ciblant le contrôle belge des ressources minières, assassiné 6 mois après son élection. Thomas Sankara l'a fait au Burkina Faso lui-même en 1983, nationalisant les ressources et réduisant la dépendance aux entreprises françaises, assassiné en 1987. Mouammar Kadhafi l'a fait en Libye, nationalisant le pétrole, tué en 2011. Le schéma est clair, les leaders africains qui ciblent l'ordre économique ne survivent généralement pas longtemps, soit renversés par des coups d'État, soit assassinés, soit détruits par des sanctions économiques qui rendent leur pays ingouvernable. Et Traoré connaît cette histoire, il sait ce qui est arrivé à Lumumba, à Sankara, à Kadhafi, et il fait quand même ce qu'il fait. Mais ce qui rend la situation actuelle différente, c'est le contexte régional. Traoré n'est pas seul. L'alliance des États du Sahel, Mali, Niger, Burkina Faso, forme maintenant un bloc coordonné qui a quitté la CEDEAO et peut coordonner non seulement les politiques militaires, mais aussi les politiques économiques. Si Traoré augmente la part de l'État dans les mines d'or au Burkina Faso,
Mali peut faire la même chose avec ses propres mines. Niger peut faire la même chose. Et si ces trois pays bougent ensemble, c'est beaucoup plus difficile pour les entreprises occidentales de riposter. Elles ne peuvent pas sanctionner trois pays simultanément sans perte massive. Elles ne peuvent pas organiser trois coups d'État en même temps. Elles ne peuvent pas assassiner trois leaders simultanément. La coordination crée une protection structurelle. Et maintenant, les enjeux pour l'Occident. L'or n'est pas simplement une ressource extractive parmi d'autres, c'est un actif stratégique qui sous-tend le système financier mondial. Les banques centrales occidentales détiennent de l'or comme réserve ultime. Le système dollar repose en partie sur l'or comme garantie de dernière instance. Et les entreprises minières occidentales génèrent des milliards de profits de l'exploitation de l'or africain. Si l'Afrique commence à renégocier les contrats miniers en masse, trois conséquences structurelles se produisent. Premièrement, les profits des entreprises s'effondrent. Si la part de l'État passe de 10% à 50%, les entreprises perdent 40% de leurs revenus et certaines opérations deviennent non rentables, forçant les retraits. Deuxièmement, l'approvisionnement en or se complique. Si les pays africains nationalisent ou expulsent les entreprises occidentales et les remplacent par des partenaires russes ou chinois, l'Occident perd le contrôle de la chaîne d'approvisionnement. Troisièmement, le précédent devient dangereux. Si Burkina Faso réussit, d'autres pays essaieront. Pas seulement au Sahel, mais en Afrique centrale, en Afrique de l'Est, partout où il y a de l'or, du cuivre, du cobalt, de l'uranium. Et maintenant, la réponse médiatique occidentale, une invisibilisation stratégique. Les médias occidentaux utilisent systématiquement l'étiquette « junte militaire » pour Traoré, ce qui produit deux effets. Premièrement, cela délégitimise, junte signifie illégitime, militaire signifie non démocratique, donc tout ce que Traoré fait devient automatiquement suspect. Deuxièmement, cela rend les manœuvres économiques invisibles. Quand les médias parlent de Traoré, ils parlent de sécurité, de coup d'État, de violence, mais jamais de renégociation de contrats miniers ou de souveraineté économique. Cette invisibilisation est stratégique parce que si les médias occidentaux racontaient l'histoire économique, un jeune leader africain qui reprend le contrôle des ressources de son pays face aux entreprises occidentales, cela créerait de la sympathie. Cette histoire résonne avec les populations africaines, avec les populations du Sud global, même avec certaines populations occidentales qui critiquent le capitalisme extractif. Donc, les médias occidentaux évitent cette histoire et préfèrent le narratif du leader militaire instable. Et le parallèle avec Lumumba devient pertinent. Patrice Lumumba est devenu une icône en Afrique, non pas parce qu'il a gagné, mais parce qu'il a osé dire que les ressources du Congo appartenaient au Congo, défier la Belgique, parler de souveraineté économique. Sa mort a créé un symbole de résistance, de dignité, de refus de l'exploitation. Et maintenant, les médias occidentaux ne veulent pas créer un nouveau Lumumba. Ils ne veulent pas créer un martyr ou un symbole. Donc, ils essaient de présenter Traoré comme quelque chose de différent, pas un révolutionnaire ou un héros, juste un homme fort militaire ou un leader autoritaire. Cette narration est une tentative de contrôler le récit avant qu'il ne devienne incontrôlable. Et l'escalade, 75% de probabilité dans les 24 à 72 heures. Trois déclencheurs possibles. Premièrement, une entreprise minière occidentale fait un bras de fer ouvert, refuse de renégocier, menace de se retirer, mobilise des lobbies pour presser son gouvernement d'intervenir. Ce bras de fer public force Traoré à montrer sa force avec une nationalisation ou une expulsion, créant un précédent qui rend d'autres pays plus audacieux. Deuxièmement, menace de sanctions. Si un gouvernement occidental menace le Burkina Faso de sanctions économiques à cause des renégociations minières, cela transforme le conflit d'une confrontation entre Traoré et des entreprises privées en une confrontation entre Traoré et des États, créant une dynamique de souveraineté nationale où les populations burkinabées se rallient derrière Traoré, et les autres pays africains voient cette confrontation et choisissent leur camp. Troisièmement, coup d'État ou tentative d'assassinat contre Traoré.
Si des accusations émergent, notamment qu'un coup ou une tentative d'assassinat a été organisée contre Traoré à cause de ses manœuvres économiques, cela active immédiatement le parallèle avec Lumumba et Sankara, créant une mobilisation massive parce que les populations africaines connaissent cette histoire et savent ce qui arrive aux leaders qui défient l'ordre économique. Et les alliés de Traoré, Russie, Wagner, Chine, Turquie, ne sont pas motivés par l'altruisme, mais voient une opportunité géopolitique. Si l'Occident perd le contrôle des ressources africaines, quelqu'un d'autre va les contrôler et ils veulent être ce quelqu'un d'autre. Donc, ils offrent à Traoré ce que l'Occident ne peut pas offrir. Pas de conditions politiques, pas de leçons de démocratie, pas de sermons sur les droits humains, juste des affaires. Et Traoré utilise cette compétition, met les offres en concurrence. Si les entreprises françaises ne veulent pas renégocier, les entreprises russes le feront. Si les entreprises canadiennes partent, les entreprises chinoises viennent. Cette compétition donne à Traoré un pouvoir qu'aucun leader africain n'a eu depuis des décennies. Le pouvoir de choisir, le pouvoir de dire non, le pouvoir de négocier. Et maintenant, l'effet domino. Si Traoré réussit à renégocier les contrats miniers sans être renversé ou tué, Mali regarde, Niger regarde, Guinée regarde, et il voit que c'est possible, que l'ordre économique peut être défié, que les contrats hérités de l'ère coloniale peuvent être renégociés, que la souveraineté économique n'est pas juste un slogan, mais une politique réalisable. Et si ces pays suivent, l'effet domino commence, pas seulement l'or, mais le cuivre, le cobalt, l'uranium, le pétrole, toutes les ressources africaines actuellement exploitées sous des contrats défavorables deviennent des cibles de renégociation. Et si cela se produit à grande échelle, l'ordre économique Afrique-Occident vacille, les entreprises occidentales perdent leur accès préférentiel, les prix augmentent, les chaînes d'approvisionnement se réorganisent et l'Occident perd un avantage stratégique qu'il maintient depuis des siècles. Et la dimension générationnelle, Traoré a 37 ans, il représente une génération qui n'a pas peur, qui n'a pas de nostalgie pour l'ordre ancien, qui ne doit rien aux élites qui ont collaboré avec l'Occident pendant des décennies. Cette génération regarde l'histoire et tire des conclusions différentes. Elle ne demande pas la permission, elle ne négocie pas poliment, elle exige et elle est prête à prendre des risques que la génération précédente n'était pas prête à prendre. Et cette génération n'est pas seule au Burkina Faso. Elle existe à travers l'Afrique, dans les jeunes officiers militaires, au Mali, au Niger, en Guinée, dans les jeunes activistes au Kenya, au Nigeria, en Afrique du Sud, tous partageant une frustration avec l'ordre existant, une volonté de le changer et une conviction que leur génération peut réussir là où les générations précédentes ont échoué. Et les scénarios futurs, 3 possibilités structurelles. Premièrement, répression externe. L'Occident organise un coup d'État contre Traoré ou l'assassine, créant un martyr et activant l'effet Lumumba, où les mouvements de libération économique se multiplient à travers le continent. Deuxièmement, compromis. Les entreprises occidentales acceptent de renégocier, mais négocient des conditions qui maintiennent leur contrôle essentiel, donnant à Traoré une victoire symbolique, mais laissant l'ordre économique largement intact. Troisièmement, transformation réelle. Traoré réussit, les contrats sont renégociés en faveur du Burkina Faso, d'autres pays suivent et l'ordre économique Afrique-Occident se reconfigure fondamentalement. Le troisième scénario est le plus improbable mais le plus intéressant parce que si cela se produit, cela change tout. Pas seulement pour l'Afrique mais pour l'ordre mondial. Si l'Afrique peut renégocier l'exploitation de ses ressources, d'autres régions du Sud global peuvent faire de même. L'Amérique latine avec le lithium, l'Asie du Sud-Est avec les terres rares, et l'ordre économique mondial basé sur l'extraction bon marché des ressources du Sud commence à s'effriter. Cette analyse repose sur les actions du gouvernement burkinabé concernant la renégociation des contrats miniers, les discours de Traoré utilisant un langage panafricain de souveraineté économique, le contexte régional de l'Alliance des États du Sahel, les enjeux stratégiques de l'or pour l'Occident
et les précédents historiques de Lumumba, Sankara et Kadhafi. Elle ne constitue ni une prophétie ni un jugement moral, mais une lecture structurelle d'une manœuvre économique qui pourrait déclencher un effet domino continental. Si cette interprétation vous dérange, confrontez-la avec d'autres analyses sur la politique minière du Burkina Faso, examinez les discours officiels de Traoré et suivez les négociations avec les entreprises minières. Dans nos prochaines analyses, nous examinerons comment cette confrontation autour des ressources naturelles s'inscrit dans une reconfiguration plus large de l'ordre économique mondial.